Paris, 1920. Imaginez une ville qui, à peine sortie des cendres d'un conflit mondial dévastateur, se réveille avec une énergie nouvelle, un souffle d'espoir et une soif inextinguible de vivre. Les années folles ne sont pas qu'une simple parenthèse historique. Elles sont le prélude à une transformation radicale, un pont audacieux entre un passé lourd de tradition et un avenir effervescent de modernité. Au cœur de cette métamorphose urbaine se trouve un espace intime et fascinant, l'appartement parisien. Plus qu'un simple abri, il est un miroir fidèle des aspirations, des contraintes et des rêves de ses habitants. Chaque pièce, chaque objet, chaque recoin raconte une histoire, celle d'une société en pleine mutation, oscillant entre l'élégance surannée et l'audace avant-gardiste. Pendant que les cabarets s'illuminent et que le jazz résonne dans les soirées mondaines, la vie quotidienne se déroule dans ses intérieurs, souvent insoupçonnée, parfois grandiose, toujours empreint d'une âme propre. L'appartement parisien de 1920 n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Loin des standards contemporains de confort et de fonctionnalité, il possédait une richesse, une complexité et parfois des excentricités qui nous échappent. Comment étaient agencées ces demeures? Quels secrets cachaient de leurs murs tapissés? Comment le Parisien de l'époque vivait-il son intimité, son quotidien, dans un monde en constante accélération? C'est à un voyage intemporel que nous vous invitons, une plongée immersive au cœur de ces espaces disparus pour en révéler les mystères et en comprendre l'essence. Oubliez les images idéalisées des films d'époque. Nous allons explorer la réalité, souvent surprenante, de ces intérieurs. Nous découvrirons des agencements ingénieux, des technologies balbutiantes et des modes de vie qui nous semblent aujourd'hui lointains, presque exotiques. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la salle de bain, telle que nous le concevons, était encore un luxe rare, et que la cuisine, loin d'être le cœur vibrant du foyer, était souvent reléguée à un rôle purement fonctionnel, voire secondaire. Nous allons percer les secrets de ces architectures qui ont traversé les âges, des majestueux immeubles haussmanniens aux premières audaces de l'art déco. Nous comprendrons comment la lumière, le chauffage et même l'approvisionnement en eau structuraient la vie domestique et dictaient les habitudes. Attendez-vous à des révélations sur la hiérarchie invisible qui régnait au sein des immeubles, où chaque étage, chaque quartier, chaque type de logement racontait une histoire sociale distincte. Le Paris de 1920 était un kaléidoscope de contrastes, et ses appartements en étaient la plus fidèle représentation. Préparez-vous à voir ces murs prendre vie, à entendre les échos de conversations lointaines et à sentir l'atmosphère unique de ces intérieurs qui ont façonné une génération. Ce n'est pas seulement une exploration architecturale, c'est une incursion dans l'âme même d'une époque, une tentative de comprendre comment la vie se déroulait, pièce par pièce, dans le Paris d'il y a un siècle, un Paris à la fois familier et profondément étranger. Ce Paris de 1920, riche et complexe, ne s'est pas construit en un jour. Ses fondations urbaines et architecturales plongent leurs racines bien avant la Grande Guerre, principalement dans les transformations haussmanniennes du Second Empire. Les vastes boulevards, les immeubles en pierre de taille aux façades ordonnancées et aux balcons filants sont devenus l'image emblématique de la capitale. Ces structures, conçues pour une bourgeoisie florissante, offraient des agencements intérieurs répondant à une hiérarchie sociale stricte où la réception primait sur l'intimité. Cependant, la Première Guerre mondiale, avec son cortège de destruction et de pertes humaines, a paradoxalement accéléré certaines évolutions urbaines et sociales. La reconstruction, bien que moins visible à Paris même qu'en province, a engendré de nouvelles réflexions sur l'habitat. La démographie parisienne, malgré les ravages du conflit, continuait de croître, entraînant une densification urbaine parfois anarchique. Les faubourgs s'étendaient et la demande de logement pour toutes les classes sociales était pressante. C'est dans ce contexte que les typologies architecturales héritées du XIXe siècle ont commencé à côtoyer de nouvelles formes. L'immeuble haussmannien restait la norme pour les quartiers centraux et bourgeois,
avec ses étages nobles et ses étages supérieurs plus modestes, culminant avec les chambres de bonne, sous les toits. Le plan de ces appartements, avec sa succession de pièces en enfilade, ses couloirs sombres et ses nombreuses portes, reflétait un mode de vie où la séparation des fonctions et la discrétion du service étaient primordiales. Mais les années 20 ont également vu l'émergence des prémices de l'art déco, un style qui, bien que n'ayant pas encore atteint sa pleine maturité, commençait à insuffler une nouvelle modernité dans l'architecture. Ces immeubles, moins nombreux, et souvent situés dans de nouveaux quartiers ou en périphérie, utilisaient des matériaux comme le béton armé, permettant des formes plus audacieuses, des lignes épurées et une plus grande luminosité. Ils proposaient des plans plus fonctionnels, annonçant la fin progressive des appartements à couloirs interminables. La diversité des logements était frappante. Des hôtels particuliers fastueux des quartiers chics, véritables petites forteresses urbaines, aux modestes chambres de bonne, souvent sans eau courante ni chauffage, offrant une vue imprenable sur les toits, mais une vie quotidienne d'une grande précarité. La vie dans l'immeuble était une micro-société à part entière. La hiérarchie sociale se lisait clairement à travers les étages. Les familles aisées occupèrent les étages inférieurs, bénéficiant des grands salons et des pièces de réception. Plus on montait, plus la condition sociale diminuait, jusqu'aux domestiques et aux ouvriers logeant sous les combles. Le concierge, figure emblématique de l'immeuble parisien, était le gardien des lieux, le filtre social, le réceptacle des rumeurs et le garant d'un certain ordre. Les services communs étaient rudimentaires. Les ascenseurs étaient encore une rareté, un luxe réservé aux immeubles les plus cossus et aux étages les plus élevés. Et leur fonctionnement était souvent manuel, nécessitant la présence d'un liftier. Les escaliers de service, discrets et étroits, étaient le domaine des domestiques, permettant de circuler sans croiser les maîtres. La ville elle-même imposait ses contraintes. Le bruit incessant des calèches, puis des premières automobiles, les cris des marchands ambulants, les odeurs variées de la capitale pénétraient les intérieurs. Les appartements, même les plus cossus, devaient composer avec ces nuisances. Les fenêtres à simple vitrage offraient une protection limitée et l'isolation phonique était quasi inexistante. La gestion des odeurs était un défi constant, entre les émanations des cuisines, les cheminées crachant leur fumée et l'absence d'une ventilation efficace. Vivre à Paris en 1920, c'était accepter un certain niveau de promiscuité sensorielle, une immersion totale dans l'énergie vibrante et parfois chaotique de la ville. C'était un équilibre délicat entre le confort recherché à l'intérieur et la réalité brute de la vie urbaine à l'extérieur. Au cœur de ces immeubles, l'agencement intérieur des appartements de 1920 révélait une organisation sociale et fonctionnelle bien définie. Le salon, pièce maîtresse, était le reflet de la respectabilité et du statut familial. On y recevait, on y discutait, on y exposait les plus beaux meubles et bibelots. La salle à manger, souvent attenante, était le théâtre des repas rituels, qu'ils soient intimes ou mondains. Les chambres, plus privées, étaient des sanctuaires personnels, même si la notion d'intimité individuelle n'était pas encore celle que nous connaissons aujourd'hui. Les enfants partageaient souvent des chambres, et les domestiques dormaient dans des espaces exigus, parfois même dans la cuisine ou des recoins aménagés. L'apparition progressive de la salle de bain et des toilettes intérieures marquait une évolution majeure. Si dans les immeubles haussmanniens d'origine, l'eau courante était souvent limitée à la cuisine et les toilettes sur le palier, les années 20 virent une lente démocratisation de ces équipements. Posséder une salle de bain privée, avec baignoire et lavabo, était un signe de modernité et de confort. Cependant, pour beaucoup, la toilette restait sommaire, effectuée à l'aide d'une cuvette et d'un broc d'eau froide. La cuisine, quant à elle, était un espace de travail avant tout. Souvent reléguée à l'arrière de l'appartement, elle était rudimentairement équipée. Un fourneau à charbon ou à bois, un garde-manger et un évier en pierre constituaient l'essentiel. Le rôle des domestiques y était crucial, transformant les produits bruts en repas élaborés.
Le mobilier et la décoration reflétaient les goûts de l'époque. Le style Art Nouveau, avec ses courbes organiques et ses motifs floraux, laissait progressivement la place à l'Art déco. Ce nouveau courant, qui allait exploser à l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, privilégiait les lignes droites, les formes géométriques, la symétrie et l'élégance sobre. Les matériaux privilégiés comprenaient les bois sombres et précieux comme l'ébène ou le palissandre, le velours, le cuir, le laiton, le fer forgé et le verre opalescent. Les appartements étaient souvent encombrés, loin de la sobriété minimaliste actuelle. L'importance des objets personnels, des bibelots rapportés de voyage, des photographies encadrées, des œuvres d'art était capitale. Chaque objet racontait une histoire, soulignait une appartenance sociale ou témoignait d'un goût cultivé. La vie quotidienne était rythmée par des technologies en pleine mutation. L'éclairage évoluait, passant du gaz, encore très répandu pour sa douce lumière et sa facilité d'installation, à l'électricité naissante. Les appartements les plus modernes disposaient de l'électricité, offrant une lumière plus vive et la possibilité d'utiliser de nouveaux appareils. Cependant, les bougies restaient une solution de secours incontournable. Le chauffage était un défi, surtout en hiver. Les cheminées, bien que décoratives, étaient peu efficaces pour chauffer de grands espaces. Les poêles à charbon ou à bois étaient plus performants, mais exigeaient un entretien constant. Les radiateurs, alimentés par un chauffage central, commençaient à se diffuser, mais restaient un luxe réservé à une minorité. L'accès à l'eau courante n'était pas universel, et les défis de l'hygiène étaient quotidiens pour de nombreux Parisiens, qui devaient parfois se rendre aux bornes fontaines ou aux bains publics. Les années 20 furent également l'ère des premières innovations technologiques domestiques. La radio, le gramophone et le téléphone, bien que rares et coûteux, commençaient à faire leur apparition dans les foyers les plus aisés. Ces objets, véritables symboles de modernité, transformaient la manière de s'informer, de se divertir et de communiquer, ouvrant les appartements sur le monde extérieur. En somme, les appartements parisiens de 1920 étaient des microcosmes complexes, des témoins silencieux d'une époque de transition. Ils reflétaient une stratification sociale encore très présente, mais aussi les prémices d'une modernité qui allait bouleverser les modes de vie. L'agencement des pièces, le mobilier, les technologies disponibles ou leur absence ont façonné l'intimité, les habitudes et les aspirations de leurs habitants. Ces espaces, imprégnés d'histoire, continuent de nous parler aujourd'hui. Chaque façade haussmannienne, chaque porte cochère, chaque balcon en fer forgé porte en lui l'écho de ses vies passées, de ses secrets chuchotés, de ses rires et de ses drames. L'héritage de cette époque est palpable dans le Paris contemporain, où les appartements, bien que modernisés, conservent souvent les traces de ce passé riche et fascinant. Ils nous rappellent que l'habitat est bien plus qu'un simple toit. C'est un miroir de l'âme d'une ville et de ses habitants à travers le temps.